Voilà, alors donc ça me fait plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Donc dans le processus de production de nos modules, parce que je m'inclus, parce que moi aussi je suis en train de développer des modules pour le master. Donc la première étape, évidemment, c'est de créer le plan de cours, ce que vous avez fait. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de créer les ressources nécessaires pour mettre le cours en ligne, puisque ce sera un cours à distance. Et la première étape de ça, c'est évidemment de créer les textes. Par exemple, si on a une présentation PowerPoint, on prépare ses diapositives et ensuite on écrit les commentaires qu'on doit utiliser. Mais ensuite, on souhaite qu'il y ait certaines activités qui soient produites en audio et en vidéo. Et je pense qu'on, peut-être certaines et certains d'entre vous, vous êtes habitués à faire disons, ces transformations-là. Mais pour la majorité, je pense que ce serait un peu, disons, nouveau. Et c'est pour ça qu'on pense explorer ensemble quels sont les outils qu'on peut utiliser. Moi, j'en ai suggéré quelques-uns. J'ai mis quelques liens dans un groupe partagé ou dans un dossier partagé. Je ne sais pas si avant de commencer, vous auriez des questions à poser ou des commentaires à faire sur quoi que ce soit avant qu'on aborde directement les ressources pour les productions audio et vidéo. Est-ce que Euh, Moi, quelqu'un... j'ai une question. Oui, allez-y, Aïda. C'est au fait, ça concerne les vidéos. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé sur Canva Mhm. et là, j'ai fait les vidéos. Ce sont plutôt des vidéos de bienvenue pour introduire chaque thème. D'accord. Mais ce que j'ai fait comme vidéo, c'est très basique, c'est-à-dire il y avait un texte avec quelques illustrations et une voix off qui lit. C'est Mhm. une voix que j'ai créée avec un TTS Maker. OK. Donc, juste, je voudrais savoir si c'est bon ou si vous voulez que je fasse plus d'animation dans le texte ou vous voulez un autre type de vidéo. Et dans les vidéos, j'ai fait trois différents à peu près. Mhm. C'est-à-dire, dans le premier, c'est juste genre de dessins avec des dessins. Le second, c'est quelque chose de plus, si vous voulez, de plus sobre. Dans le troisième, c'est un peu plus sobre, oui. Mhm. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est ce qui est demandé ou pas. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a rien de demandé, en fin de compte, surtout que bon, l'université a été en vacances pendant les derniers mois et on n'a pas le soutien actuellement de, disons, de... Rasmané, je pense qu'il y avait un écho sur ton micro, mais on voit que tu es bien là. Peux-tu allumer ton micro, nous dire quelques mots pour nous assurer que tu nous entends? Alors, Rasmané, je ne l'entends pas, donc son micro est désactivé. Là, j'espère que Rasmani, tu nous entends. Si jamais il y a des problèmes pour l'utilisation du micro, vous pouvez toujours écrire un message dans le chat, dans les messages. Alors, dans le bouton droit en bas de la page, alors vous pouvez cliquer sur discuter avec tous les participants et nous envoyer un message. Il y a Ignace aussi, Wassou, qui nous est arrivé. Bonsoir Ignace. Alors, peux-tu allumer ton micro, nous dire quelques mots? Là, je n'entends pas. Alors, maintenant, je vais peut-être continuer ma réponse que je donnais à Aïda. Euh, c'est que actuellement, il n'y a pas de norme qui a été donnée pour les activités. On essaie de voir ensemble, d'abord entre nous, comment on peut, ce que nous savons déjà, et pour être capable de l'utiliser au mieux. Et ensuite, on va demander aussi à l'université de compléter. Ils ont certainement des outils qu'ils vont pouvoir nous proposer. D'accord? Alors, OK. j'ai vu, Aïda, j'ai vu les documents que vous avez produits. Je pense que c'est effectivement une bonne façon d'introduire les activités. Mais si on veut aussi, par exemple, faire comme une petite conférence sur un thème en particulier, alors comment est-ce qu'on pourrait le faire? Par exemple, une suggestion qu'on peut aborder dans quelques instants, ce serait comment le faire avec PowerPoint. Euh, Plusieurs d'entre nous, nous avons l'habitude de créer des PowerPoint qui sont habituellement surtout textuels, mais on pourrait utiliser PowerPoint pour enregistrer directement dans ce logiciel-là des Oui. présentations vidéo. Alors, c'est ce qu'on va explorer ensemble. D'accord? OK, merci. Merci, Ada. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? D'accord?
Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez des outils que vous utilisez déjà pour créer des documents audio ou des documents vidéo autres que ceux qui ont été proposés déjà? C'est-à-dire, il y avait PowerPoint qui a été proposé, il y a Clipchamp, euh, et il y a le troisième, c'était pas Canva, parce que je n'ai jamais utilisé Canva, moi, pour faire de la vidéo. Je ne l'ai utilisé que pour faire des documents, quoi. Mais ce serait, si quelqu'un a une expertise avec Canva, ce serait possible peut-être de nous le montrer ensuite pour qu'on puisse l'utiliser. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence par une petite exploration, par exemple, de PowerPoint? Là, moi, je ne suis pas un expert en la matière. Je suis en train d'explorer comme vous comment le faire. J'ai déjà certaines habilités pour utiliser Google Meet et puis pour utiliser des logiciels pour produire des vidéos en ligne. Alors sur notre site de notre association internationale Digestion, on a déjà presque 200 vidéos de produites. Mais c'est différent de produire une vidéo quand on veut faire, par exemple, une présentation PowerPoint à l'intérieur d'un cours. C'est différent d'une rencontre comme ce qu'on fait maintenant. Mais si je peux me permettre maintenant de partager mon écran avec une fenêtre PowerPoint. Alors, voici un document PowerPoint que j'ai élaboré justement récemment au sujet de la nouvelle fonction de Google Gemini qui propose un apprentissage guidé sur n'importe quel sujet que l'on veut traiter. Et c'est tout simplement pour rappeler que lorsqu'on est dans PowerPoint et qu'on a élaboré nos diapositives et écrit notre texte, on peut cliquer sur le bouton audio et lorsque l'on fait ça, on peut enregistrer notre voix en utilisant les commentaires qu'il y a au bas de la diapositive. Alors, si je clique ici dans mon document PowerPoint sur le bouton audio, là, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton rouge et j'enregistre le commentaire qui est écrit en bas de ma diapositive. Et lorsque j'ai terminé, je clique sur le bouton rouge et le message est enregistré dans cette diapositive. Je peux ensuite faire jouer la diapositive et voir si je suis satisfait de l'enregistrement. Sinon, je peux recommencer diapositive par diapositive à enregistrer ma voix pour donner les commentaires. D'accord? Donc, c'est un enregistrement audio qui peut accompagner les diapositives qu'on voit à l'écran. On peut aussi, sur PowerPoint, enregistrer notre voix en faisant avancer les diapositives. Et bon, je vais y venir dans un instant. Rosette a levé la main pour poser une question. Rosette, on t'écoute? Donc, si je veux enregistrer la voix en faisant défiler les diapositives et donc avoir un enregistrement audio et vidéo en même temps, je clique sur le bouton enregistrer ici et à ce moment-là, je vois moi actuellement à mon écran à gauche la diapositive et à droite mes commentaires que j'ai écrits en bas de la diapositive et je clique encore une fois sur le bouton rouge pour enregistrer le commentaire et je peux même faire défiler ma diapositive si jamais il y a une animation dans la diapositive et à la fin, je clique sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement et je peux encore là vérifier si l'enregistrement sur cette diapositive est conforme à ce que j'attends. Si je reviens dans ma présentation, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions à poser, des commentaires ou n'importe quoi, dites-le. Donc, le premier bouton audio, c'est tout simplement pour enregistrer votre voix. Le deuxième, c'est pour enregistrer à la fois votre voix et la diapositive.
Et encore une fois, si dans votre diapositive, vous avez des animations, vous pouvez faire avancer vos animations et euh, dire votre texte en même temps que vos animations avancent. Et on peut le faire encore une fois diapositive par diapositive, ou si on souhaite, si on est assez sécure, on peut le faire tout d'une traite et PowerPoint va enregistrer la vidéo sur chacune des diapositives indépendamment et on pourra ensuite changer la vidéo sur chacune des diapositives. Une fois que c'est terminé, une fois qu'on a enregistré pour chacune des diapositives et qu'on est satisfait des résultats, on peut cliquer sur Exporter en tant que vidéo et là, PowerPoint va exporter toute la vidéo qu'on a produite. Et ce sera possible de l'enregistrer sur notre ordinateur. Voilà, donc 3 étapes possibles, enregistrer seulement l'audio, ou bien enregistrer audio et vidéo, et ensuite exporter en vidéo MP4 sur son ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Évidemment, il faut pour produire cette vidéo bien se préparer. C'est-à-dire que je peux, par exemple, décider que je regarde la diapositive numéro 2, je lis le commentaire qui est en bas pour être certain que je le maîtrise bien. Une fois que je le maîtrise bien et que je suis sur la diapositive 2, je clique sur Enregistrer et à ce moment-là, PowerPoint va enregistrer pour la diapositive 2. J'arrête. Ensuite, je passe à la diapositive 3. Je lis les commentaires que j'ai écrits. Je les pratique éventuellement. Je les dis 1 ou 2 fois. Lorsque je suis satisfait, je clique sur Enregistrer et j'enregistre mes commentaires pour la diapositive 3 et ainsi de suite. Et lorsque tout est terminé, je clique sur Exporter la vidéo. Voilà le processus qu'on peut utiliser pour produire une vidéo avec PowerPoint directement dans les documents qu'on a déjà produits en textuel. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Moi, je vais expérimenter ça et vous revenir. C'est parfait, ok. Effectivement. Je ne sais pas si je peux commenter. Oui, allez-y, Aïda. C'est pour les personnes qui n'ont pas envie d'enregistrer leur voix. Oui. Elles peuvent faire des copier-coller du texte dans TTS Maker, c'est-à-dire text-to-speech, et ils auront la possibilité de transformer le texte en une voix synthétique. Ils peuvent choisir homme-femme avec tel accent français, belge, suisse, je ne sais pas quoi. Ils peuvent l'insérer dans PowerPoint. Je donne le lien dans le chat. Merci beaucoup, Aïda. C'est bien, c'est très, très bien. Comme TTS Maker. Alors, merci beaucoup pour le lien que je vais essayer de copier. OK. Alors, merci beaucoup, Aïda. Donc, si tout le monde, vous allez dans le texte, dans les messages, vous pouvez copier ce qui a été transmis par Aïda et évidemment, ça va paraître aussi dans notre vidéo ensuite, dans l'enregistrement. Voilà un premier logiciel à explorer. Il y a un autre qui est disponible pour toutes les personnes qui travaillent sur un ordinateur PC avec Windows. Alors, dans Windows, il y a un logiciel d'enregistrement gratuit et qui permet non seulement l'enregistrement, mais aussi l'édition de ce que vous avez enregistré. Malheureusement, dans PowerPoint, une fois qu'on a produit une vidéo, ça ne permet pas de modifier, d'allonger ou de couper des parties. Il faut vraiment faire quelque chose dont on est satisfait dès le départ. Mais avec Clipchamp, qui est disponible gratuitement sur votre ordinateur PC, c'est possible d'enregistrer et ensuite
d'éditer ce que vous avez produit. Si vous avez fait des erreurs, s'il y a au début quelque chose que vous voulez couper, si vous voulez couper la fin, si vous voulez ajouter même des textes, si vous voulez ajouter de la musique, vous pouvez le faire avec Clipchamp. D'accord? Il y a Madame Soïla Salama qui nous arrive, alors la directrice de la direction formation à distance à l'Université Saint-Gall. Bonsoir Madame Salama. Bonsoir, Monsieur Charon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Excusez-moi, je suis en déplacement aujourd'hui et je n'arrive pas à bien me connecter. Donc, vous allez m'excuser. En fait, comme je vous ai dit, Monsieur Charon, aujourd'hui c'est un peu difficile pour moi, mais j'essaie quand même d'être parmi vous. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, si vous allez m'excuser si je ne vais pas arriver à bien être au courant ou bien à bien suivre, mais quand même, je ferai de mon mieux pour être là si vous avez besoin de moi pour n'importe quelle chose. D'accord. Merci beaucoup, Madame Salama, d'être là. Et puis, Merci beaucoup. donc, la rencontre est enregistrée et elle sera disponible Parfait. demain, j'espère. Donc, ce sera possible de la voir si jamais les conditions ne sont pas favorables pour vous maintenant. Et ensuite, bon, nous sommes en train d'explorer les outils que nous connaissons déjà. Et puis, Très bien. on espère bien que l'université aussi, les services audiovisuels de l'université vont peut-être ajouter d'autres outils qu'on pourrait utiliser qui seraient, disons, qui nous feraient développer des matériels encore plus de qualité professionnelle. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai eu déjà un contact avec le service audiovisuel de l'université pour leur demander s'ils préfèrent certains outils plus que d'autres. Pour le moment, en fait, ils m'ont pas donné une information assez claire, mais ils m'ont promis qu'ils vont peut-être voir un peu et essayer d'explorer un peu les situations. Et puis, ils vont me faire un retour. De mon côté aussi, je suis en train de faire quelques essais avec plusieurs outils. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant avec les outils que je trouverai les plus convenables. Merci beaucoup, Madame Salama. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour tous vos efforts, cher professeur Sharon. D'accord, merci. Alors, si l'on poursuit, comme je disais, sur mon ordinateur et sur votre ordinateur PC, si vous l'avez, et je crois que c'est aussi disponible sur le téléphone, mais ça, je ne l'ai pas exploré. Il y a un logiciel qui s'appelle Clipchamp, et donc lorsqu'on fait une recherche dans notre furteur ou dans notre Windows, on peut, si on fait une recherche sur Clipchamp, il apparaît et donc on peut le télécharger et l'installer sur notre ordinateur. Si ce n'est déjà fait, habituellement il peut déjà être présent sur votre ordinateur. Alors maintenant, je vais ouvrir Clipchamp et le partager avec vous. Voilà. Alors donc, lorsqu'on arrive sur Clipchamp, c'est un logiciel qui est quand même assez simple. Alors, on peut, une fois qu'on s'est inscrit, évidemment, il faut créer un compte, utiliser son compte Windows pour être capable d'y avoir accès. Mais on peut cliquer sur création d'une nouvelle vidéo. Et on nous offre tout de suite la possibilité d'enregistrer et de créer des vidéos ou même d'importer un média qu'on a déjà développé. Par exemple, si on produit un document, une vidéo avec PowerPoint qui n'est pas parfait et qu'on voudrait éliminer ou bien ajouter des choses, on peut le faire avec Clipchamp. Donc, on peut importer une vidéo qu'on a déjà créée, par exemple, dans PowerPoint, ou bien on peut cliquer sur enregistrer une nouvelle vidéo. Et là, on peut enregistrer à la fois son écran et son appareil photo, ou bien seulement sa caméra, ou bien seulement son écran, ou bien seulement l'audio. Donc, si on veut faire un commentaire audio sur n'importe quoi, on peut le faire ici, sans nécessairement travailler avec PowerPoint. Et on peut aussi travailler avec notre écran et notre appareil, notre caméra.
Si je clique sur écran et photo, je vais avoir une petite difficulté ici, moi, parce que je suis, parce que comme je suis en train de filmer notre rencontre, j'utilise déjà ma caméra pour enregistrer la rencontre. Je ne peux pas l'utiliser aussi avec Clipchamp. Mais si vous n'utilisez pas votre caméra pour autre chose, vous pouvez l'utiliser avec Clipchamp. Pour le moment, je ne vais utiliser que l'écran. Et lorsque je suis prêt à enregistrer, il faut que j'ai à mon écran ce que je veux enregistrer. Supposons que je veux enregistrer l'écran dans lequel je suis en train d'enregistrer cette rencontre. Alors, je pourrais choisir cet écran-là, ou bien je pourrais choisir un autre écran comme celui-là et partager cet écran-là. Et actuellement, Clipchamp est en train d'enregistrer ce qui est à l'écran, ce que je vois à l'écran actuellement. Et lorsque j'ai terminé, je peux arrêter de partager cet écran-là. Et actuellement, Clipchamp est en train d'enregistrer ce qui est à l'écran, ce que je vois à l'écran actuellement. Et lorsque j'ai terminé, alors vous voyez que Clipchamp a enregistré ce que j'ai montré à mon écran automatiquement. Une fois que c'est terminé, je peux cliquer sur un bouton en bas de la page qui me dit « Est-ce que vous voulez éditer votre travail ?» Alors, j'ai un bouton ici qui me permet de recommencer l'enregistrement si je ne suis pas satisfait, ou de cliquer sur enregistrer ce que j'ai fait et le monter, c'est-à-dire l'éditer. Et donc, je suis maintenant dans la partie d'édition de Clipchamp, où ce que j'ai enregistré est inséré en bas dans la ligne de temps. Et donc, si je clique sur le bouton ici, partager cet écran-là, et actuellement, alors, tout ce que je viens d'enregistrer est disponible et je peux ajouter ici un texte en haut de ma présentation. Si jamais je veux avoir un titre, je peux déplacer ma vidéo et ajouter ici un titre, ajouter du texte. Par exemple, pour le moment, j'écris n'importe quoi. Alors, j'écris ce texte-là ici. Et maintenant, j'ai un texte qui s'affiche. Partager cet écran-là et j'ai mon film qui est en dessous. Et je peux déplacer mon film, ma vidéo tout à fait au début. Partager cet écran-là, superposer. Et donc, je peux également ajouter de la musique. Alors, il y a une autre plage au bas où on peut ajouter de la musique. Et je peux faire le montage de ma vidéo. Je peux, si je le souhaite, couper le début de ma vidéo de cette façon-là, et je peux enlever une partie à la fin de ma vidéo de cette façon-là, et je peux aussi utiliser des outils pour couper certaines parties. Alors vous avez à la droite ici tout un lot d'outils qui peuvent nous permettre de travailler sur la vidéo qui est là. Alors, donc, je n'irai pas dans tous les détails ici. Je pense que là encore, c'est à explorer. Il y a une vidéo qui a été proposée, une vidéo YouTube qui explique chacune des fonctions, comment éditer, comment couper, comment ajouter de la vidéo, comment ajouter de la musique, une musique de fond si vous le souhaitez. Alors donc, la vidéo YouTube qui est comprise dans notre dossier partagé peut vous expliquer chacun des petits détails, donc je n'irai pas dans tous ces détails-là. Mais celles et ceux qui travaillent sur Windows PC peuvent utiliser cet outil-là. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup les outils qui sont utilisés sur téléphone. Pour la production vidéo et audio, j'utilise habituellement, l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur cet outil-là? Alors, je ne sais pas s'il existe d'autres
disons, outils plus performants? Si oui, n'hésitez pas à nous le dire et à nous le transmettre éventuellement. Est-ce que c'est le même que le logiciel en ligne, Oui, Clipchamp? oui. On peut, avec Clipchamp, soit travailler en ligne ou bien travailler sur son ordinateur. D'accord? Moi, je préfère euh, installer le logiciel directement ou l'application directement sur mon ordinateur pour être capable de travailler hors ligne. Donc, je n'ai pas besoin de toujours être en ligne pour faire ce travail-là. Je peux faire tout ça sur mon ordinateur et ensuite, lorsque j'ai terminé, là, je me connecte sur, par exemple, ma page YouTube et puis je dépose la vidéo sur YouTube. Mais si quelqu'un ne peut pas télécharger l'application, je suppose qu'on peut travailler en ligne. Voilà une première exploration peut-être de cet outil-là. Je vais maintenant vous présenter deux autres outils qui seraient Monsieur utiles. Charon, Oui, oui, Soala, oui. Monsieur Charon, s'il vous plaît, est-ce que ça peut être utilisé sur Mac pour Apple Je, ou bien uniquement pour Windows? je crois que oui. Ce serait à vérifier, mais je crois D'accord. que... excusez, puisque c'est un produit Microsoft qui est disponible gratuitement dans la suite Windows, je ne suis pas certain, mais Hmm, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à la donner, sinon on va chercher. on va chercher. Euh, D'accord, merci au beaucoup. fait, au fait, non, Non? parce qu'il y a une application dans le navigateur web, application de bureau dans Microsoft Store et Microsoft 365. Mhm. Il y a application mobile, App Store et iOS, donc ça ne va pas fonctionner Ça ne va avec. pas. D'accord. Non, Ok, Ok. ok, d'accord. Merci, Madame Aïda. ça de quoi? Et je n'ai pas vérifié, moi, si ça fonctionne sur d'autres plateformes non plus, puisque je travaille essentiellement sous Windows. D'accord, Ok. d'accord. Ok, Il y a merci. peut-être, il y a certainement à l'université des documents plus, c'est-à-dire des applications plus perfectionnées pour la production de vidéos, mais il faudrait peut-être se rendre sur place pour être capable de les utiliser. Je ne sais pas, mais à distance comme ça ou d'une façon autonome, je pense que ces outils-là nous permettent quand même de produire des choses intéressantes, au moins en audio et puis en vidéo. Et peut-être que justement en discutant avec l'université, ce que les auteurs pourraient faire, c'est de produire le contenu et ensuite l'université pourrait s'assurer, disons, de construire une espèce d'enrobage commun pour qu'il y ait Oui. une vidéo d'introduction semblable pour toutes les vidéos et une vidéo de conclusion, peut-être. Alors donc pour assurer l'harmonisation, alors que les auteurs pourraient, eux, s'occuper du contenu professionnel. Oui, voilà, je pense que c'est ce qu'on devra faire à la fin, c'est le fait d'harmoniser toutes les vidéos pour Mhm. que ça ne soit pas très hétérogène d'une vidéo à l'autre, comme ça, que ça ait la même apparence ou bien la même façon de travailler, une D'accord, sorte d'harmonisation. d'accord, oui, tout à fait. Oui, on va voir cela avec l'audiovisuel et je reviendrai vers vous, certainement. D'accord, d'accord. Donc nous produisons le contenu et, disons, la forme, la mise en forme finale pourrait être faite par l'université. Voilà. Aïda El Soufi nous dit Oui. que Clipchamp est désormais disponible pour les appareils iOS dans l'App Store. Donc, il semble que ce soit disponible aussi sur, sur iOS maintenant, sur les appareils Apple. Maintenant, ce n'est peut-être pas spécifiquement pour produire de la vidéo, mais j'utilise de plus en plus, moi, un logiciel de Google qui s'appelle Notebook LM et qui, à mon sens, est un outil extraordinaire pour nous comme concepteurs de, de, de modules ou de formations pour être capable de préciser le contenu, à la fois préciser le contenu de nos formations et le mettre en forme et même pour élaborer, par exemple, certains outils
d'évaluation, certains outils disons, de suivi des apprentissages. Alors, je vais maintenant partager Notebook LM. Bon, alors vous voyez Notebook LM à l'écran actuellement? Oui. D'accord. Bon, c'est un outil, je pense, qui nous serait utile à la fois en tant que chercheur et à la fois comme concepteur de cours. Alors, Notebook LM, c'est une intelligence artificielle qui n'utilise que les documents qu'on lui fournit pour élaborer, disons, des réponses à des questions qu'on lui pose. ChatGPT, malheureusement, heureusement ou malheureusement, utilise toute la documentation disponible sur Internet pour donner des réponses, alors que Notebook LM n'utilise que les documents que vous lui donnez comme référence pour être capable d'élaborer des documents que vous lui demandez. Par exemple, j'ai moi créé des blocs-notes, différents blocs-notes, et je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, au niveau du leadership éducatif, le rapport GEM 2024 vient de sortir, intitulé Leadership en éducation, dirigé pour apprendre. Alors, j'ai décidé de donner à ce logiciel, je lui ai donné ce document-là, et je peux lui poser des questions uniquement sur ce document-là. Et je peux, par exemple, lui demander de faire un aperçu audio du contenu de ce document, et l'intelligence artificielle va produire un document audio, une synthèse de ce document-là. On parle beaucoup des enseignants, et c'est bien normal, mais on pense moins souvent à ceux qui dirigent tout ça, non? Les chefs d'établissement, les responsables de système. Exactement. C'est un peu l'angle mort. Pourtant, le rôle est déterminant. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui, en s'appuyant sur une synthèse d'un rapport important, le rapport GEM 2024-5, qui a un focus sur le leadership en éducation. Voilà. L'idée, c'est d'aller voir ce que ça dit sur l'importance de ce leadership et aussi sur les difficultés rencontrées sur le terrain. Ensuite, on peut créer une carte mentale du document. Alors, si je clique ici sur « Carte mentale », alors à l'intérieur d'une minute environ, Notebook LM va produire une carte mentale du contenu de ce document. Alors, ce qui aide, en fait, moi, j'aime beaucoup les cartes mentales pour avoir une vue globale de n'importe quel document. Notebook LM vient d'élaborer une carte mentale sur le contenu de ce document qui est très important pour le développement du leadership en éducation. Dans cette carte mentale, on nous indique les conclusions principales. Donc, au niveau des responsables éducatifs, voici les conclusions principales. Voici les 4 dimensions essentielles du leadership selon ce rapport. Alors, vous voyez que Notebook LM a créé une synthèse du contenu sous forme de carte mentale. Je peux ensuite utiliser cette carte mentale-là pour présenter le contenu de ce document à mes étudiants. Alors voilà un outil qui est possible d'utiliser avec Notebook LM. Je peux aussi utiliser d'autres types d'activités. Alors, je peux aussi produire au sujet de ce document un document de synthèse, et donc l'intelligence artificielle va synthétiser le document et m'en donner un aperçu, okay? Et il présente même un guide d'étude, c'est-à-dire que si je veux étudier ce document, comment est-ce que je devrais le faire? Notebook LM va proposer un guide d'étude, va présenter aussi une foire aux questions sur ce sujet-là, et même s'il y a à l'intérieur du projet, du document, des dates d'indiquer, une chronologie du développement du leadership selon ce document-là. Alors, vous voyez tous les outils qui peuvent être utilisés.
pour, disons, étudier un document. Je vous donne un autre exemple d'utilisation de NotebookLM. Pour la sélection des auteurs, pour le Master 2 qu'on est en train de mettre en place à l'Université Saint-Gall, nous avions 34 CV. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 34 CV dans NotebookLM, dans ce notebook particulier, et je lui ai demandé ensuite on peut lui demander, par exemple, quels auteurs ont des compétences en, je ne sais pas moi, approche genre. Alors, supposons que je veux trouver un auteur qui serait utile pour faire un module sur l'approche genre. Je pose cette question à NotebookLM. Il analyse les 34 CV et il me dit, voici les personnes qui ont, d'après leur CV, une compétence dans ce domaine-là. Alors, cela prend quelques instants à se développer, parce qu'il y a quand même 34 CV différents à analyser. Mais une fois que c'est terminé, j'aurai les recommandations de NotebookLM et avec les sources qui sont traitées. Par exemple, M. Abdoulaye Anne a été responsable du cours éducation et rapport aux genres dans le cadre du certificat de coopération internationale. M. Aladji Mahamat, M. Lamitine Kangbene, Rosette Mongo, Michel Ouedraogo, et on a toujours les sources qui sont nommées, et cela peut aider, par exemple, à la sélection de certains auteurs pour certains modules. Ce n'est qu'un exemple d'un travail qu'on peut faire avec ce document-là. On peut aussi, par exemple ici, j'ai écrit dans les sources tous les documents que j'ai sur l'importance des leaders scolaires dans la gestion, dans la réussite scolaire, et je peux lui poser des questions ensuite sur cela, dire comment les leaders scolaires peuvent-ils être efficacement formés et soutenus, et selon les documents que j'ai mis, selon ces documents-là seulement, NotebookLM va donner, selon ces documents, quelle est l'importance et le rôle des leaders scolaires et comment est-ce qu'ils devraient être formés. Alors, c'est un outil qui pourrait être utilisé, par exemple, pour, je ne sais pas, présenter le contenu de votre cours, présenter votre plan de cours. Alors, on peut en faire, par exemple, une carte mentale et présenter la carte mentale de votre plan de cours à vos apprenants. On peut demander à NotebookLM d'analyser votre plan de cours et de dire quels en sont les éléments principaux. Et donc, vous avez là une présentation orale qui est faite par NotebookLM et qui explique le contenu de votre cours. Et donc, n'importe quel document que vous présentez, vous pouvez le traiter avec NotebookLM, et je pense que c'est un bon outil. C'est un outil que j'utilise moi-même de plus en plus dans le travail que je fais avec la préparation de mes propres cours. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Alors, c'est un outil qui me semble d'avenir et à explorer. Moi, je suis en train de l'explorer et je l'utilise, comme je vous dis, assez régulièrement pour produire de l'audio et du vidéo. Et il y a aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi, je pense, actuellement, la production de vidéos, mais seulement en langue anglaise. Et je pense que d'ici très très peu, on pourra demander, par exemple, avec un document comme on va faire approfondir par nos apprenants, demander à NotebookLM de faire une présentation visuelle du contenu de ce document. Et évidemment, il faut toujours avoir un regard critique sur tout ce qui est fait pour l'IA, mais justement, le travail des étudiants, après, ça pourrait être de critiquer ce que le NotebookLM a dit du document en question et de l'approfondir et de poser des questions à ce sujet-là. Voilà, alors il y a eu quelques questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a une limite de documents? Je pense que la limite de documents, c'est une 50aine au moins, et la majorité des documents doivent être des documents PDF ou des documents
vidéo. On peut même demander à Notebook LM, disons, d'analyser une vidéo sur YouTube et d'en extraire les principales idées. Donc, faire une synthèse. Si on a une excellente présentation sur YouTube sur un sujet, on l'importe dans Notebook LM, on le place parmi les sources et on demande à Notebook LM, fais-moi, par exemple, une synthèse ou bien fais un plan d'apprentissage pour maîtriser ce contenu-là. Donc, il y a, je pense, une cinquantaine de documents au maximum. Alors, donc, Aïda a vérifié, c'est effectivement 50 documents gratuits. Et puis, pour le compte payant, bon, on peut aller jusqu'à 300, mais moi, je n'ai jamais utilisé plus qu'une trentaine de documents à la fois. Je pense que c'est amplement suffisant. Donc, je pense que c'est quelque chose à explorer pour la production, non seulement de nos modules, mais même dans notre travail de recherche. Et un autre outil que je me permets de partager avec vous actuellement, c'est Gemini, qui vient, à mon sens, de ouvrir un aspect très intéressant pour nous, pour l'apprentissage en ligne, parce que dans le nouveau Gemini 2.5, il y a maintenant un apprentissage guidé. Ça veut dire que je peux, juste un instant, voilà, je peux poser une question à Gemini et lui demander, alors par exemple, je suis chef d'établissement, OK, d'une école secondaire au Bénin. Comment, je vais enlever ce qu'il y a là déjà, comment puis-je apprendre à mieux gérer les ressources financières de mon établissement. Alors, lorsque je pose cette question à Gemini et je clique sur apprentissage guidé, Gemini va me proposer un processus d'apprentissage de cette question. Alors, Gemini commence à me guider dans l'apprentissage de la gestion des ressources financières dans une école au Bénin. Alors, par exemple, il dit, bon, c'est très important, pour commencer, nous pourrions nous concentrer sur une partie de la gestion financière. Aimerais-tu qu'on explore la préparation d'un budget, le suivi des dépenses, comment trouver de nouvelles sources de financement? Alors, voyez-vous, c'est comme si j'étais en présence de quelqu'un qui veut me guider dans mon apprentissage. Mettons, je dis, étudions le budget. Alors, à ce moment-là, le processus d'apprentissage va me proposer comment préparer un budget. Donc, il me donne des informations et il me pose la question. Commençons par les revenus. Quels sont les principaux types de revenus? Donc là, moi, je dois répondre, dans mon établissement, les types de revenus sont un tel et un tel. Et ensuite, Gemini va me dire, bon, oui, d'accord, tu as trouvé cela. Maintenant, est-ce que tu as considéré telle et telle autre chose? Lequel de ces sources de revenus veux-tu explorer maintenant? Et donc, on a un processus d'apprentissage qu'on peut développer avec Gemini par un apprentissage guidé. Il me semble que c'est un outil qu'on pourrait essayer d'incorporer éventuellement, même dans nos modules, pour inviter nos apprenants à dire, bon, on étudie ensemble l'utilisation des nouvelles technologies en éducation. Est-ce que tu pourrais demander à Gemini un apprentissage guidé sur comment apprivoiser, je ne sais pas moi, l'utilisation de la technologie éducative dans la gestion des ressources financières? Et donc, Gemini va aider à définir quels sont
disons, les contenus qu'on pourrait approfondir dans ce domaine-là. Voilà, j'ai voulu vous présenter cet outil-là, même si ce n'est pas totalement, disons, pertinent dans la rédaction des modules, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser à long terme dans beaucoup de nos activités. Alors, est-ce qu'il y a des réactions à ce sujet-là? Voilà. L'option apprentissage guidé est uniquement disponible dans la version payante. Non, pas du tout, non. Moi, Non. je n'utilise pas la version payante. Je sais qu'il y a des limites. Par exemple, j'ai utilisé ChatGPT hier et à la fin, on m'a dit, vous avez atteint la limite de questions que vous pouvez poser aujourd'hui. Mais je n'ai jamais atteint de limite avec Google ou avec Gemini jusqu'à maintenant. Et ce service-là est disponible depuis peu. Enfin, moi, je le connais depuis 2 semaines. Donc, je pense intéressant qu'on partage ces choses-là parce que lorsqu'on a créé le Master GSE il y a 17 ans, en 2008, on a utilisé seulement du texte. On était toujours avec des documents, toujours avec des échanges en ligne dans le chat, toujours avec disons, l'utilisation du forum, mais on était toujours en texte. On aimerait cette fois-ci ajouter de l'audio, de la vidéo et aussi même l'intelligence artificielle à l'intérieur de chacun des modules que l'on produit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? J'ai entendu. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire ou a levé la main? Alors, comment intégrer tout cela dans nos modules? Justement, je pense que moi, je suis en phase d'exploration, mais plus j'explore l'intelligence artificielle, plus je m'aperçois qu'elle peut être utile pour aussi élaborer le contenu du cours. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? OK. Je ne sais pas si ces choses-là vous paraissent utiles. Peut-être. Elles sont très utiles. Oui, d'accord. Professeur, elles sont très utiles. Hein. Nous allons les explorer et voir ce qu'on peut en tirer. D'accord. Moi, Sinon, c'est très intéressant. ce que je vais faire peut-être, c'est de donner quelques exemples de ce que j'ai fait moi, pardon, avec ces outils-là. Je ne suis pas un expert en la matière. Je suis comme vous en mode exploration. Mais on pourrait partager ensemble nos essais, comme je sais que Aïda El Soufi avait présenté certaines productions qu'elle avait faites. Alors, on pourrait peut-être le partager dans notre groupe WhatsApp. Et si vous trouvez des outils intéressants, si vous tentez une expérience avec l'un des outils qu'on vient d'explorer et que vous voulez nos réactions, alors on pourrait travailler ensemble à s'améliorer les uns les autres dans nos productions de ce type-là. On est censé, disons, finaliser la production des modules à la fin du mois d'août. J'ai l'impression que pour la production audio et vidéo, il y aura une suite qui va être peut-être accordée avec le soutien de l'université, justement pour qu'on soit capable de dynamiser encore davantage les choses que l'on fait. Je sais qu'il y a aussi des outils qui existent, mais que je n'ai pas beaucoup explorés, pour l'élaboration d'outils d'évaluation grâce à l'intelligence artificielle. Je sais aussi que Moodle vient d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa version 5. Là aussi, ce serait quelque chose à explorer, mais je crois que c'est encore assez limité. C'est vraiment nous qui allons apporter des améliorations dans nos propres modules avec l'intelligence artificielle et avec la production audio et la production vidéo.
Moi, j'ai une remarque. Oui. Moi, je fais du tutorat dans ce cours-là depuis déjà 7 8 ans. Mhm. Et cette année, j'ai remarqué, et je ne peux pas le prouver malheureusement, mais j'ai remarqué que la taille des documents a grandi, les productions des apprenants. Mhm. Donc, ça s'est élargi d'une façon incroyable. Et du coup, le contenu est devenu plus riche, etc. Donc, peut-être pour l'évaluation, il faut trouver encore des techniques qui ne permettent pas aux étudiants d'utiliser l'IA pour présenter leurs devoirs. Mhm. Oui, tout à fait. Donc, du coup, les notes ont grimpé, tout a été magnifique Oui, et oui, oui. je suis sûre que non, tout n'est pas le travail des étudiants. Oui. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est une préoccupation très importante dans le milieu universitaire actuellement, d'être capable disons, d'identifier au moins, en tout cas, tout ce qui est intelligence artificielle. Mais dans un sens, ma tendance actuellement, moi, c'est d'inviter les apprenants, surtout dans le cas des gestionnaires ou des leaders scolaires, qui ont accès à très peu de documentation sur leur profession et sur leur gestion, parce qu'il y a très peu de recherche qui est faite de façon générale au plan international et au plan national sur la gestion des établissements scolaires. Donc, les encourager à utiliser l'intelligence artificielle, mais toujours exiger ensuite un regard critique. Autrement dit, voici ce que l'IA a trouvé, voici mon regard à ce sujet-là. Et là, on est capable d'avoir, disons, une idée de la réflexion et du regard critique qui est porté par les apprenants sur le contenu qu'ils déposent. Mais effectivement, je pense que peut-être que Mme Salama, ce serait quelque chose à intégrer même dans, disons, le premier module du master, à savoir quelles sont les règles d'utilisation de l'intelligence artificielle qui sont acceptées par l'université. Oui, en effet, Monsieur Charon, et merci, Madame Aïda, pour votre remarque. En fait, je pense qu'il faudra bien faire attention aux méthodes d'évaluation qui seront intégrées, parce que, comme vous venez de le dire, l'intelligence artificielle, maintenant, tout le monde l'utilise. Et à mon avis, c'est qu'on ne pourra pas éviter ou bien demander aux étudiants de ne pas les utiliser, mais il faudra peut-être justement réglementer la situation ou bien utiliser un type de question qui limite son utilisation ou bien qui fait... je ne sais pas comment dire, mais en fait qui aide à plus activer comment réfléchir ou bien comment l'utiliser au lieu que ça soit juste des copier-coller. Et je voudrais juste ajouter que nous avons commencé effectivement à utiliser la version de Moodle qui intègre effectivement l'intelligence artificielle. Franchement, on fait face à quelques problèmes pour son fonctionnement. Ça ne fonctionne pas encore très bien, mais nous avons commencé effectivement à l'explorer. J'espère que dans les semaines prochaines, on pourra régler tous les problèmes auxquels on fait face. Mais jusqu'à présent, nous sommes encore en mode d'exploration. Mais voilà, c'est quand même un pas en avant pour essayer d'être à jour et vraiment de savoir tous les outils qui existent déjà et comment les explorer. Donc, j'espère que petit à petit, comme ça, on pourra régler tous les aspects et toutes les utilisations de l'intelligence artificielle. Mais franchement, je voudrais aussi faire la remarque sur la question de type d'évaluation qu'on devra utiliser, comme vous venez de le dire. Tout à fait, tout à fait. Et je crois justement que lorsque l'on ne se borne pas qu'à des savoirs, mais qu'avec l'approche par compétence, on va dans les savoir-faire et les savoir-être, Voilà. c'est beaucoup plus difficile d'utiliser l'intelligence artificielle dans ces contextes-là. Alors, si on demande à l'étudiant à lui-même de faire quelque chose, de produire, alors c'est plus difficile d'utiliser l'intelligence artificielle. Et justement, même lorsqu'on leur demande
de démontrer des valeurs ou des attitudes propices dans tel ou tel domaine de gestion, là aussi, ça devient plus facile de déterminer, disons, de savoir que c'est quelque chose qui vient d'une source théorique, alors que ce qu'on veut, c'est vraiment le vécu des apprenants dans leurs attitudes et puis dans leurs valeurs. Euh, je pense que c'est surtout dans ces domaines-là qu'on pourrait éviter l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Voilà. OK. Oui, Merci, tout à fait. merci beaucoup, Madame Salama. Alors, voilà une exploration qu'on a fait de quelques outils. Euh, disons, moi, je reste disponible pour répondre à vos questions et puis pour évoluer avec vous, pour apprendre avec vous comment utiliser ces nouveaux outils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les suggérer. Je sais que j'en avais même découvert un qui semblait prometteur, mais je l'ai abandonné en faveur euh, de l'outil de Microsoft qui me semble bon, gratuit et qui semble répondre à tous les besoins qu'on peut avoir pour une présentation, disons, d'un texte ou d'une présentation visuelle, par exemple une petite conférence de 5 minutes sur le thème qu'on veut aborder. Voilà. OK. Alors, je vais essayer de produire la vidéo pour demain, la mettre en ligne demain, et le lien va être transmis dans le groupe WhatsApp. Je vais aussi ajouter certaines adresses dans le dossier partagé sur les ressources. Et vous aussi, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter des documents, des ressources, des propositions, votre expérience à l'intérieur du groupe WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, et même certains documents dans notre dossier partagé pour qu'on s'aide les uns les autres à mieux développer nos outils audio et vidéo pour nos modules. D'accord. OK. Alors, je vous remercie grandement d'avoir été là. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire avant que l'on se quitte. Monsieur Charon, en fait, moi de mon côté, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité pour cette session très intéressante. Et peut-être j'allais proposer que dans une semaine ou bien dans une dizaine de jours, que chacun d'entre nous essaye d'explorer les différents outils qu'on a abordés aujourd'hui, ou bien s'il a même quand même d'autres outils qu'il a essayé d'explorer, et quand même qu'on échange durant cette période-là pour qu'on puisse c'est-à-dire se concentrer ou bien se mettre d'accord sur certains outils qu'on peut utiliser, qui peuvent être utilisés par tout le monde. Comme ça, quand même, on pourra faciliter la tâche au service audiovisuel à la fin du développement de contenu, au lieu que ça soit qu'on ait plusieurs vidéos faites avec différents logiciels, au moins qu'on ait 2 ou 3 logiciels uniquement utilisés. Comme ça, on pourra faciliter la tâche à nos collègues pour avoir des vidéos à la fin d'une façon plus ou moins harmonisée. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Oui, je crois effectivement que, enfin, il y a des, il y a des logiciels assez performants, mais qui exigent et qui sont payants également. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce Je serait... pense. Pardon? Oui, en fait, je pense qu'on peut opter pour les logiciels qui sont plus ou moins gratuits pour que tout le monde puisse les utiliser, comme ça, d'une façon plus que chacun soit plus à l'aise. Donc, c'est pour cela que je me suis dit de donner peut-être une semaine ou une dizaine de jours que chacun essaye d'utiliser les logiciels qui sont gratuits et qui lui sont disponibles et avec lesquels ils se sont plus ou moins à l'aise. Et D'accord. puis, soit on fait une réunion, soit on discute à travers le groupe WhatsApp, comme ça on échange d'expériences et on se met d'accord sur certains logiciels qu'on peut. D'accord. Oups, on vient de perdre Madame Salama, malheureusement. D'accord, je pense qu'on peut s'entendre sur ce qu'elle disait. Euh, pour le moment, moi, je penche vers Clipchamp. J'avais exploré ScreenPal, qui est un logiciel aussi qui est gratuit jusqu'à un certain point, mais
On ne peut pas, par exemple, enregistrer le son sur son ordinateur, seulement sa voix, et donc parfois ça limite ce qu'on veut faire avec cela. Mais c'est un autre logiciel qu'on pourrait explorer, ScreenPal, mais pour le moment, je pense que celui de Microsoft me semble très approprié. Alors, regardez-le, essayez de vous enregistrer pendant 1 ou 2 minutes, essayez de voir si vous pouvez l'éditer de façon efficace. Vous avez accès à un document YouTube qui explique le fonctionnement. Alors, regardez le logiciel, regardez le YouTube, ensuite essayez de produire une petite vidéo et vous pouvez même les mettre en ligne pour qu'on soit capable de les voir ensemble. Voilà, alors donc, je crois, j'adhère à la suggestion de Mme Salama qu'on se rencontre peut-être dans une semaine pour voir où on en est, pour avancer dans notre exploration. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Bon courage dans la production de vos modules, parce que je sais que c'est un travail important que vous êtes en train de produire et un travail exigeant aussi. Et puis, on se revoit, on se recontacte dans notre groupe WhatsApp et on se revoit plus tard, la semaine prochaine, ici, dans Google Meet. OK? Au revoir tout le monde. Au Au revoir, revoir, Richard. bonne soirée. Merci beaucoup. OK, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Voilà, au revoir et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci. Merci bien à tout le monde. Au revoir et merci beaucoup. Merci.